Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. La CPI ouvre une enquête préliminaire sur la crise post-électorale au Gabon. La demande émane du gouvernement qui fait part de faits relevant de l'incitation à commettre des violences. Violences qu'il attribue aux militants favorables au candidat d'opposition Jean Ping. La lutte contre l'organisation terroriste Boko Haram autour du lac Tchad se poursuit difficilement. Bien que la coopération régionale ait été renforcée, nous verrons que la capacité de résistance de ce mouvement, que les analystes annoncent souvent affaibli, reste palpable. Et puis, après l'automobile, l'aéronautique, le royaume chérifien continue d'attirer les investissements étrangers. Le Maroc a signé un accord avec Boeing pour la création d'un écosystème industriel. Ce projet permettra l'implantation de 120 entreprises et la création de 8700 emplois. La Cour pénale internationale annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire au Gabon. Le Gabon a connu un pic de violence de 48 heures après l'annonce, le 31 août, de la victoire du chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba. L'examen permettra de déterminer s'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête. On fait le point avec Lise Elsi Akizimana. Vers une enquête sur la crise post-électorale au Gabon. La Cour pénale internationale s'apprête à ouvrir une enquête préliminaire sur les violences post-électorales survenues le 31 août après l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle du 27 août. L'annonce a été faite ce jeudi 29 septembre par la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. Mon bureau procédera à un examen préliminaire de la situation afin de déterminer si les critères imposés pour l'ouverture d'une enquête sont réunis. La CPI a en effet reçu la demande du gouvernement le 21 septembre. Les autorités gabonaises réclament la lumière sur ce qui s'est passé. Objectif, lutter contre l'impunité. On ne peut pas, parce qu'on se réclame l'opposition, bénéficier d'une impunité qui ne se justifierait pas. Ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on peut appeler à tuer des Gabonais, qu'on peut brûler un institut qui abrite la recherche au Gabon depuis plus de 150 ans, qu'on peut brûler impunément l'Assemblée nationale, qu'on peut appeler à éliminer ou à éradiquer des populations entières traitées de cafards. Dans cette demande, le gouvernement de la République gabonaise fait part de faits relevant de l'incitation à commettre le crime de génocide et de crimes contre l'humanité qu'il attribue aux militants favorables au candidat d'opposition Jean Ping, des arguments rejetés par l'opposition. Les gens sont morts au Gabon. Les gens sont morts au Gabon en grand nombre. Nous avons des éléments à donner à la CPI sur les identités des personnes qui sont décédées, sur les identités de leurs familles. Et la CPI pourra, en toute liberté, comme elle sait le faire, le procureur du moins, venir au Gabon, investiguer, interroger les familles et dire clairement qui sont les responsables. Toutes ces personnes sont mortes par balle. L'opposition prépare également une demande d'enquête destinée à la CPI, une demande qu'il envisage d'envoyer la semaine prochaine. Pour l'heure, le calme règne dans le pays et le président Ali Bongo Ondimba, investi le 27 septembre pour un second septennat, continue d'appeler à un dialogue politique avec l'opposition. Situation sécuritaire au Nigeria. Le pays peine à venir à bout de la secte islamiste Boko Haram. Les quelques succès militaires engrangés n'ont été possibles que grâce à l'implication des armées camerounaises, tchadiennes et nigériennes. Une situation inquiétante, d'autant que la force multinationale régionale peine à mettre en place des opérations communes. Les précisions de Déo Gracia Sokbodo. Selon les estimations de la Banque mondiale, les attaques régulières perpétrées par le mouvement terroriste Boko Haram ont fait plus de 20 000 victimes depuis 2009 en Afrique subsaharienne. Le groupe islamiste qui a établi ses bases dans le nord du Nigeria n'opère pas seulement à l'intérieur des frontières du pays le plus peuplé du continent, mais également dans les zones frontalières avec le Cameroun, le Tchad ou encore le Niger. Et bien que la coopération régionale ait été renforcée pour y faire face, de nombreuses interrogations persistent, notamment en ce qui concerne la capacité de résistance et de nuisance de ce mouvement que les analystes annoncent souvent affaibli. En réalité, la guerre qui se mène aujourd'hui dans le bassin du lac Tchad et qui concerne un peu le Niger, le Tchad, le Nigeria, qui est même le foyer, et le Cameroun, c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire, les éléments Boko Haram, le problème c'est que ce pas des personnes identifiables. Ils n'ont pas de base précise. La seule base qu'on connaît véritablement, c'est la forêt de Sambisa. Maintenant, c'est des gens qui sont avec les populations souvent et qui, de temps en temps, ils font des incursions d'un pays à un autre.
En mai 2016, Abuja avait abrité un sommet international sur la lutte contre le mouvement terroriste. L'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement d'envisager une stratégie commune pour gérer les répercussions de la crise sur la gouvernance, la sécurité, le développement et la situation socio-économique et humanitaire dans leur pays. Il a été question de la mise en place d'une coordination entre les pays ayant subi les exactions de Boko Haram, notamment le Nigeria, principal concerné, et le Cameroun. À en croire certaines sources, le groupe islamiste Boko Haram pourrait compter entre 5 000 et plusieurs dizaines de milliers de combattants qui bénéficient le plus souvent de complicité locale. Les membres de Boko Haram sont parfois identifiés soit au sein même des populations ou soit dans des camps de réfugiés ou de déplacés. Une réalité complexe pour les forces armées engagées dans la lutte. Ils ont des modes de recrutement qui sont là, ils ont des modes de ravitaillement qui sont là, ils sont imbriqués dans les populations civiles, y compris au niveau des camps, comme avait dit, des réfugiés. Et c'est ça la difficulté. C'est partout où ils posent des actes, c'est qu'ils ont des complicités à l'interne. Maintenant, tout le problème, c'est comment arriver à démanteler ces foyers dormants-là, les complices internes qui sont là avec les populations. C'est ça toute la difficulté. Malgré l'engagement politique des États africains, notamment à travers la mise en place d'une force mixte de 8500 hommes, les résultats de la lutte contre Boko Haram restent peu visibles. Les moyens de financement à investir sont importants. Les soldats sur le terrain ont besoin d'équipements, notamment dans les zones difficiles d'accès. Les spécialistes exhortent les gouvernements à améliorer davantage la coopération et la coordination militaire régionale, gage d'une éventuelle réussite de ce combat contre le groupe islamiste sur le continent. Boeing s'implante en force au Maroc. Le roi Mohamed VI a présidé mardi 27 septembre à Tanger une cérémonie de signature d'un protocole d'accord en ce sens. Et environ 8700 nouveaux emplois spécialisés devraient être créés selon le gouvernement marocain. Fanny Mounichi. Boeing renforce sa présence au Maroc. Le protocole d'accord a été signé mardi 27 septembre à Tanger entre le constructeur aéronautique américain et le royaume chérifien. Il prévoit la création d'un écosystème industriel qui devrait générer un chiffre d'affaires annuel supplémentaire à l'export d'1 milliard de dollars. Nous passons à une nouvelle ère de l'aéronautique au Maroc. Nous allons avoir à exporter 1 milliard de dollars par an désormais à partir du Maroc. Alors ce projet est important parce que, comme chacun sait, Boeing a plus de 65% des pièces qu'elle fabrique sont fabriquées par ses sous-traitants. Donc ce que nous avons organisé avec Boeing, c'est la mise en place d'un écosystème complet qui regroupe 120 sous-traitants de Boeing qui vont s'implanter au Maroc pour pouvoir produire ce milliard de dollars. Cet écosystème devrait également permettre de créer 8700 nouveaux emplois, un projet qui vient confirmer le succès de l'intégration du Maroc dans l'aéronautique mondiale. Le pays se classe désormais au 15e rang en termes d'investissement dans le secteur. Cet accord est aussi un signal fort et une incitation forte aux 15 000 fournisseurs de Boeing et sous-traitants pour s'installer au Maroc. Il leur indique que c'est le pays où il faut être aujourd'hui, c'est le pays qui a une compétitivité durable pour les années à venir. Et enfin, c'est aussi une reconnaissance pour le travail qui a été fait, assuré par les industriels qui sont présents aujourd'hui au Maroc, par les 12 000 jeunes qui portent ce secteur au niveau du Maroc. Boeing s'était déjà associé en 2001 à la Royal Air Maroc et Safran pour créer Matisse, une usine spécialisée dans la fabrication de câbles. Avec cet accord, le constructeur américain accorde une nouvelle fois sa confiance au royaume chérifien. Ajoutons par ailleurs que la compagnie aérienne congolaise Eker reprend les vols à destination de Pointe-Noire en République du Congo. Le retour de ce B757 permet également de revenir à 3 vols hebdomadaires mardi, vendredi et dimanche entre Brazzaville et Paris dès le mardi 4 octobre. L'ambition d'Eker qui célèbre cette année son 5e anniversaire et rappelons-le de devenir la compagnie aérienne leader en Afrique centrale. Réduire les émissions de CO2 émanant du trafic routier, c'est l'objectif que s'est fixé la société Le Monde de l'énergie en lançant à Lomé les premiers véhicules électriques solaires en Afrique. La société togolaise propose ainsi des véhicules assemblés localement et disposant de panneaux solaires mais aussi de batteries électriques. Les précisions dans ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo.
C'est dans cette usine à Lomé au Togo qu'est conçue l'une des premières voitures électriques solaires d'Afrique. Disponibles en tricycle et véhicules 4 roues, ces engins sont équipés d'un moteur électrique mais aussi d'un panneau solaire de 250 watts. À l'intérieur de ces voitures, certains détails n'ont pas été négligés, notamment un mini-ventilateur ou encore une caméra pour la marche arrière. L'objectif de ces promoteurs étant de mettre sur le marché des voitures écologiques mais aussi économiques. Nous avons 3 défis. Et le premier défi est économique, le deuxième défi est environnemental et le troisième défi est social, santé. Économique parce que on a constaté que dans nos fermes surtout, les moyens sont très limités. Un cultivateur qui va faire déplacer ses tomates, ses bananes de sa ferme à un marché, s'il arrive à se provisionner de ces motos solaires, il n'aura plus à payer du carburant. C'est d'ailleurs pourquoi notre slogan de base, c'est de laisser le soleil payer la facture de votre carburant. Ces véhicules ont une autonomie de 180 km avec une vitesse moyenne de 60 km/h. En fonction de la gamme, leur prix varie entre 1 800 000 et 3 200 000 francs CFA. Quelques jours seulement après leur mise sur le marché, certains opérateurs économiques s'y intéressent. C'est une innovation et une bonne initiative pour une première fois en Afrique, surtout partant du respect de l'environnement d'abord, et puis considérant une économie d'échelle que nous pouvons réaliser en ce qui concerne nos budgets de dépenses en carburant. Avec ces voitures électriques solaires, c'est 0% d'émissions de gaz carbonique. Cette usine, le monde de l'énergie, lancée en 2016 et qui a déjà commercialisé plus d'une centaine de voitures, dispose pour l'heure d'une station de recharge des véhicules. La société envisage dans les années à venir augmenter l'autonomie des batteries et le nombre des points de recharge, mais aussi installer les unités d'assemblage de ces voitures dans les autres pays africains. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.